Je suis Olivier Mercier, j'ai 70 ans et j'ai appris à mes dépens, au crépuscule de ma vie, que les trahisons les plus cruelles et les plus dévastatrices viennent toujours de ceux que vous aimez le plus, de ceux pour qui vous auriez donné votre dernier souffle. Je suis arrivé à la maison de mon fils le soir du réveillon de Noël, sans avoir prévenu personne, guidé par une intuition sombre que je ne pouvais ignorer. J'avais conduit pendant plus de 3 heures depuis mon modeste appartement situé dans le 11e arrondissement de Paris, traversant des routes de campagne verglacées et des villages endormis, anticipant, ou du moins espérant, un repas chaud, une ambiance festive et peut-être même un sourire sincère de la part de ma propre chair et de mon propre sang. Au lieu de cela, ce que j'ai trouvé en arrivant devant cette imposante bâtisse en pierre de taille a glacé mon sang bien plus sûrement que l'hiver impitoyable qui sévissait dehors. J'ai trouvé mon petit-fils, Léo, grelottant de froid sur la pelouse gelée devant l'entrée majestueuse. Il n'a que 10 ans. Il ne portait qu'un mince t-shirt en coton et un short d'été, ses petites jambes nues marbrées par le froid mordant. Le thermomètre de ma vieille voiture indiquait moins 10 degrés Celsius. Le vent hurlait, soulevant de la neige poudreuse, et pourtant, il était là, recroquevillé comme un animal abandonné. J'ai regardé à travers la grande baille vitrée illuminée qui donnait sur la salle à manger. La pièce rayonnait d'une chaleur dorée, presque indécente compte tenu de la scène extérieure. Mon fils Patrice et sa femme, ma belle-fille Sabine, étaient assis en majesté au bout d'une longue table en chêne massif, entourée de plats fumants et de mets délicats. Une énorme dinde dorée trônait au centre de la table, entourée de marrons et de fagots de haricots verts. Ils levaient leurs verres de cristal remplis de grands crus, riant aux éclats avec des amis, insouciants, le visage rougi par la chaleur et l'alcool. Ils ne m'avaient pas vu arriver, et il était tragiquement évident que Léo ne leur manquait absolument pas. Je n'ai pas pris la peine de frapper. La courtoisie est réservée aux gens civilisés. J'ai donné un coup de pied violent dans la lourde porte d'entrée en chêne. Le bois a claqué contre le mur intérieur avec un bruit de tonnerre qui a fait trembler les murs. La musique douce, du jazz feutré, s'est arrêtée net. Les rires se sont étranglés dans les gorges. Patrice et Sabine se sont retournés brusquement, leurs visages se figeant dans un masque de choc absolu. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le vent glacial s'engouffrant derrière moi, fouettant leurs pièces parfaites et surchauffées, apportant avec lui l'odeur de la neige et de ma colère. J'ai regardé droit dans les yeux de mon fils et j'ai prononcé les 6 mots que je retenais depuis des années, des mots lourds de conséquences. La fête est finie. Sortez d'ici. Leurs visages sont devenus livides, d'une blancheur de linge sale. Je suis resté là, sur le seuil, laissant le froid amer envahir leur sanctuaire. Sabine fut la première à retrouver sa voix. Son choc initial s'est dissous instantanément pour laisser place à cette rage venimeuse et familière que je connaissais si bien, cette arrogance qui lui servait d'armure. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, Olivier » a-t-elle hurlé, sa voix perçant l'air comme un éclat de verre. Elle m'appelait toujours Olivier, jamais papa ou beau-père. C'était une petite pique calculée, une marque de manque de respect qu'elle utilisait depuis leur rencontre, une façon subtile mais constante de me rappeler que je n'étais qu'un étranger, un intrus dans leur monde brillant. « Tu es devenu sénile ou quoi ? Tu gâches notre réveillon. Sors de ma maison tout de suite. » Je l'ai ignoré. Ces insultes étaient comme des mouches, agaçantes mais inoffensives face à la tempête qui grondait en moi. Je suis passé devant elle, mes vieilles bottes de travail usées, celles que j'avais depuis 10 ans et dont elle se moquait toujours, claquant lourdement sur leur parquet en point de Hongrie hors de prix. J'ai marché droit vers le four en acier inoxydable rutilant, un modèle quasi professionnel qui coûtait plus cher que ce qu'il croyait être ma pension mensuelle. L'arôme de la dinde rôtie et de la sauge remplissait l'air, écœurant dans ce contexte de cruauté. J'ai tendu la main et j'ai tourné le bouton. Clic. La flamme du gaz s'est éteinte avec un sifflement final. Patrice s'est levé précipitamment, renversant sa chaise avec un raclement sonore sur le sol. « Papa. Papa, quoi ? Pourquoi tu as éteint le four ?» a-t-il bégayé, essayant de retrouver une contenance devant ses invités. Je me suis tourné lentement vers lui, mais mes yeux n'ont pas rencontré les siens. J'ai regardé à travers lui, comme s'il était transparent, vers la fenêtre sombre où la nuit régnait. « Où est Léo » ai-je interrompu, ma voix aussi froide que l'air extérieur. Patrice a tressailli. Il a lancé un regard rapide et désespéré à Sabine, le regard d'un chien dressé cherchant la permission de son maître avant d'agir. C'était un regard que j'avais vu 1000 fois et qui me retournait l'estomac. « Il est dans sa chambre, papa » a menti Patrice, ses yeux fixés sur la nappe blanche immaculée. « Il est puni. Il a été irrespectueux. »« Puni » dis-je, ma voix dangereusement basse, vibrant d'une colère contenue. « Tu mens. » J'ai pointé un doigt ferme vers la porte d'entrée que j'avais laissée grande ouverte. Il fait moins 10 degrés dehors. Il est sur la pelouse, en train de geler à mort en short. Le silence était épais, lourd, étouffant.
Sabine a laissé échapper un petit rire méprisant, un son laid, en prenant une gorgée provocante de son vin à 90 € la bouteille. Il survivra, dit-elle en tamponnant ses lèvres peintes avec une serviette en tissu. Il a besoin d'une leçon. Il a délibérément renversé de la sauce aux érelles sur ma nouvelle robe. Elle a baissé les yeux sur le tissu de soie comme s'il s'agissait d'un enfant blessé, accordant plus d'importance à un vêtement qu'à un être humain. Il doit apprendre sa place dans cette maison. Sa place. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Ce n'était pas la première fois. Je savais que Sabine détestait Léo. Je le savais depuis le jour où Patrice me l'avait présenté, à peine 6 mois après le décès de sa première femme, Émilie. Léo était l'héritage vivant d'Émilie, une femme merveilleuse et bienveillante qui avait combattu un cancer du sein pendant 3 longues années. Sabine voyait Léo comme un fardeau, un fantôme au festin, un rappel constant de la femme qu'elle ne pourrait jamais égaler en vertu et en grâce. Et moi, à leurs yeux, je n'étais que le parent pauvre, le vieil homme retraité vivant d'une maigre pension, caché dans un minuscule appartement à loyer modéré à 3 heures de là. Un fou inoffensif qu'il pouvait prendre en pitié pendant les vacances pour se sentir généreux. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Je n'ai pas perdu un autre mot avec eux. La logique est une perte de temps avec les cruels. Je suis retourné vers la porte d'entrée ouverte. Léo n'était plus sur la pelouse. Il s'était traîné derrière un buisson de rhododendron près du porche, essayant de trouver un abri contre le vent. Il était recroquevillé en une petite boule serrée, ses bras entourant ses genoux, son corps entier secoué de spasmes violents et incontrôlables. Ses lèvres étaient d'une teinte terrifiante de bleu. « Papy », chuchota-t-il, ses dents claquant trop fort pour former le mot correctement. « Ça va, Léo ?» Ma voix se brisa. « Tout va bien. Papy est là. » J'ai enlevé mon lourd manteau de laine, ce manteau vieux de 40 ans que Sabine disait toujours sentir le vieillard et la naphtaline, et je l'ai enveloppé fermement autour de son petit cadre tremblant. Je l'ai soulevé. Il ne pesait presque rien. Un garçon de 10 ans qui semblait fait de papier et de glace. Je l'ai ramené à l'intérieur, passant devant les visages stupéfaits à la table à manger. « Qu'est-ce que tu crois faire avec lui » a crié Patrice. Ce n'était pas la voix d'un père inquiet. C'était la voix d'un homme dont l'autorité était contestée devant sa femme, un homme terrifié par les conséquences de sa propre lâcheté. Je l'ai ignoré. J'ai porté Léo directement vers la cheminée monumentale et je l'ai assis sur le fauteuil en cuir coûteux, le fauteuil préféré d'Émilie, celui que sa mère leur avait donné, celui que Sabine refusait toujours d'utiliser. J'ai attrapé un plaid en cachemire sur le canapé, un cadeau que je leur avais fait le Noël dernier et que Sabine avait probablement détesté, et je l'ai enroulé autour de lui par-dessus mon manteau. Je fais ce qu'un père devrait faire, dis-je en frottant ses bras et ses jambes, essayant de forcer la vie à revenir en eux. Patrice ne savait rien de moi. Pas vraiment. Ma femme Claire est décédée il y a 15 ans. Elle était mon ancre. C'était elle qui gérait Patrice, qui voyait ses faiblesses mais l'aimait quand même. Elle voulait toujours qu'il soit autonome. Mais Patrice était une profonde déception. Il ne pouvait pas garder un emploi. Il était paresseux, faible de volonté et plein de grandes idées qui n'aboutissaient à rien d'autre qu'à des dettes que j'avais secrètement remboursées pendant une décennie pour honorer la mémoire de sa mère. Puis il a épousé Sabine. Je l'ai vue exactement pour ce qu'elle était dès les 5 premières minutes, une arriviste calculatrice et impitoyable. L'ironie était qu'elle pensait que j'étais le pauvre. Elle n'avait aucune idée que mon minuscule appartement était un choix conscient pour échapper au monde superficiel qu'elle vénérait. Elle n'avait aucune idée que ma maigre pension était en réalité le versement mensuel des intérêts d'un portefeuille diversifié géré par la holding Mercier, l'empire immobilier et de construction que j'avais bâti à partir de rien et vendu pour une somme à 9 chiffres il y a 5 ans. J'étais retraité, oui, mais j'étais retraité comme l'un des hommes les plus riches de la région. Je ne voyais simplement pas l'intérêt d'en faire la publicité. Je me suis tourné pour aller à la cuisine chercher de l'eau chaude pour Léo. Sabine s'est interposée devant moi, bloquant mon chemin. Son visage était rouge de fureur. « Tu n'as aucun droit » siffla-t-elle. « C'est notre maison. Tu es un invité. Un vieil invité sénile et non invité. Maintenant, tu prends ce morveux et tu sors. » Je me suis arrêté. Je l'ai regardé, debout là dans sa robe à 1000 €. Une robe que j'avais indirectement payée. « Es-tu sûr que c'est ta maison, Sabine ?» J'ai sorti mon téléphone. C'était un vieux téléphone à clapet, un modèle désuet. Il riait de ça aussi, mais il n'avait qu'un seul numéro en numérotation rapide. « Benoît. Benoît, » dis-je dans le téléphone alors qu'il se connectait. Benoît Charpentier, mon avocat depuis 30 ans et le seul homme vivant qui connaissait toute la vérité. C'est Olivier. Active le protocole Noël. Oui, immédiatement. J'ai refermé le téléphone d'un geste sec. Activez quoi?
ricana Sabine. Les services médicaux d'urgence? Tu appelles enfin la maison de retraite pour réserver ta propre chambre. Patrice, voyant mon vieux téléphone, a retrouvé une miette de confiance. Il s'est avancé, essayant de jouer le fil raisonnable. Papa, écoute, tu réagis de manière excessive. C'est juste une petite punition. Ça a dérapé. Maintenant, pourquoi ne mets-tu pas Léo dans sa chambre et nous pourrons tous nous asseoir et parler de ça autour du dîner? Sabine a fait ta bûche préférée. La bûche. Comme si un dessert pouvait effacer l'image de mon petit-fils devenant bleu dans la neige. Comme si cela pouvait défaire des années de vie parasitaire et de cruauté calculée. J'ai regardé droit dans les yeux de mon fils, l'homme-enfant que j'avais soutenu bien trop longtemps. Patrice, dis-je, ma voix coupant à travers la pièce. Tu as 10 minutes. Prends ta femme. Prends tes affaires de toilette personnelles. Prends tous les vêtements que tu as achetés avec ton propre argent, si tu peux en trouver. Et sortez de ma maison. Maintenant. Patrice me dévisageait, la bouche s'ouvrant et se fermant, tel un poisson hors de l'eau, mais aucun son n'en sortait. Mais papa, de quoi tu parles? La fête est finie. Sortez. Sabine explosa alors. Un rire hystérique, aigu, remplit la pièce, rebondissant contre les hauts plafonds. Tu es fou, hurla-t-elle. Tu es complètement sénile. Tu penses que tu peux juste quoi? Nous mettre dehors? De notre propre maison. Elle se tourna vers Patrice, agrippant son bras avec force. Patrice, fais quelque chose. Appelle la police. Dis-leur que ton vieux père fou fait une crise. Je peux, dis-je. Le calme dans ma propre voix me surprit moi-même. Je peux vous mettre dehors parce que mon nom, et seulement mon nom, figure sur l'acte de propriété de cette maison. Toi, j'ai pointé Patrice du doigt, et toi, j'ai pointé Sabine, vous vivez ici gratuitement depuis 5 ans. Vous êtes des occupants à titre gratuit, et votre tolérance d'occupation vient d'expirer. La pièce tomba dans un silence de mort. Le seul bruit était le tic-tac régulier de l'horloge comtoise dans le hall. Le rire de Sabine mourut dans sa gorge. Son visage, qui avait été empourpré par la colère, devint d'une pâleur maladive. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elle se retourna brusquement pour faire face à Patrice, tirant sur le revers de sa veste de costume onéreuse. Patrice, il ment, n'est-ce pas? Dis-moi qu'il ment. Tu m'as dit que tu avais acheté cette maison. Tu m'as dit qu'elle était à toi. Patrice ne pouvait pas parler. Il fixait simplement le sol, son corps entier tremblant. Il recula d'elle pas à pas jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Il savait que c'était la vérité. J'avais acheté cette maison il y a 12 ans, comptant, pour Patrice et Émilie, lorsque Léo était né. Je voulais qu'ils aient une fondation solide, un endroit pour construire une vie. Mais je n'ai jamais été un idiot. J'ai gardé l'acte de propriété à mon nom, détenu par une société civile immobilière gérée par la holding Mercier. J'avais dit à Patrice que c'était un accord complexe de location-vente, une fiction juridique pour protéger l'actif tout en lui donnant un sentiment de propriété qu'il ne méritait clairement pas. Quand Émilie est décédée et que Sabine s'est glissée dans sa vie 6 mois plus tard, j'ai gelé le transfert de propriété indéfiniment. Je payais la taxe foncière. Je payais l'assurance habitation. J'ai payé pour la nouvelle toiture au printemps dernier et la nouvelle chaudière l'hiver dernier. Ils n'avaient pas versé un seul centime pour ce toit au-dessus de leur tête. Ils y vivaient simplement, se plaignant que la décoration était datée. Sabine fixait Patrice, la pleine réalisation la frappant comme un coup physique. Tu m'as menti, chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'une nouvelle sorte de fureur. Tu m'as menti tout ce temps. La panique de Patrice fut une chose fragile, durant peut-être 30 secondes. Il me regarda le sol, regarda sa femme, son esprit échouant visiblement à calculer la nouvelle réalité. Mais Sabine était différente. C'était une survivante. Je l'ai vue réaliser qu'elle avait perdu cette manche. Et au lieu de s'effondrer, elle a immédiatement, instinctivement changé de tactique. J'ai vu sa colonne vertébrale, qui s'était courbée sous le choc, se redresser. Le masque d'hystérie disparut, remplacé par un calme reptilien glaçant. Elle a même lissé le devant de sa robe de créateur, celle tachée de sauce aux érelles. « D'accord, » dit-elle. Sa voix n'était plus un cri. Elle était basse, douce comme du miel et froide comme la tombe. « Tu gagnes cette manche, Olivier. » Et elle marcha vers Patrice, qui était toujours affaissé contre le mur comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Elle ne lui offrit pas la main. Elle tira brutalement sur son bras. « Reprends-toi, Patrice. Nous partons. » Il trébucha vers l'avant, la regardant, confus. Sabine se tourna vers moi, et elle sourit réellement.
C'était un sourire mince et serré qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu veux ça? Cette masure délabrée, » dit-elle en faisant un geste autour de la pièce que j'avais payée pour rénover l'année dernière. « Ce musée, garde-le. Franchement, tu nous rends service. Nous en avions assez de toute façon. La plomberie est ancienne et la décoration est juste triste. » C'était son nouvel angle d'attaque. Dévaloriser ce qu'elle venait de perdre. Prétendre que ce n'avait jamais été désiré. « Patrice et moi n'en avons pas besoin, » continua-t-elle, sa voix s'élevant juste assez pour que les voisins, qui s'étaient maintenant assemblés sans vergogne sur le trottoir, puissent l'entendre à travers la porte ouverte. « Nous ne restions ici que pour te tenir compagnie, Olivier. Par pitié. » Pitié. Ce mot encore, le mensonge dans lequel il s'était drapé pendant des années. Patrice, voyant la nouvelle confiance provocante de sa femme, commença à se redresser. Il s'accrocha à son arrogance comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois flotté. « Elle a raison, papa, » dit-il, sa voix encore tremblante, mais tentant de trouver une note de fermeté. « Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons notre propre vie. Une vie bien meilleure. » Sabine me fit un sourire en coin, croyant qu'elle avait repris le contrôle. « Nous allons dans un endroit mieux, » annonça-t-elle. « Nous n'avons pas besoin de ta charité. Nous n'en avons jamais eu besoin. » C'était le nouveau conflit. Ils doublaient la mise sur leur fantasme de richesse indépendante. C'était le mensonge qu'ils avaient raconté à tout le monde, le mensonge qu'ils s'étaient peut-être même raconté à eux-mêmes. Ils préparaient le terrain pour leur prochaine performance. Et moi, étant le seul dans le public à connaître la vérité, j'ai décidé de les laisser construire cette scène un peu plus haut avant de tirer le levier de la trappe. Elle passa son bras sous celui de Patrice, le tirant vers le haut comme une poupée. « Allons-y, chérie », roucoula-t-elle assez fort pour que les voisins entendent clairement. « Nous n'avons pas besoin de la charité de ce triste vieillard. » Patrice, telle une plante se tournant vers sa seule source de lumière, absorba sa performance et essaya de la faire sienne. Il bombait le torse, ou du moins il essayait. Il me regarda, ses yeux gardant encore une lueur de peur, mais ses paroles étaient du pur Sabine. « Elle a raison, papa, » annonça-t-il, sa voix ne craquant que légèrement. « Tu penses que nous avions besoin de cette maison? Tu penses que nous dépendons de toi? » Il laissa échapper un rire court et forcé. « Tu es naïf. Tu es tellement naïf. » Il fit un geste autour de la pièce, non pas avec la panique d'un homme qui venait de perdre son foyer, mais avec la fausse bravade d'un homme feignant de se débarrasser de quelque chose sans valeur. « C'était juste temporaire, une faveur que nous te faisions, garder la vieille maison familiale occupée pour que tu n'aies pas à t'inquiéter des squatteurs. » J'ai presque souri. C'était une tentative pathétique de dernière minute pour renverser la narration, pour saisir une once de dignité. « Tu ne sais rien de nos vies, papa, » pressa-t-il, gagnant en élan alors que Sabine hochait la tête de manière encourageante. « Tu es assis dans ton petit appartement poussiéreux à compter tes chèques de retraite. Tu n'as aucune idée de ce que je fais. Tu n'as aucune idée de ce que nous valons. »« Oh, je vois, » dis-je, ma voix calme. Je les laissais construire leur échafaud. Je les laissais grimper jusqu'en haut de la potence qu'ils construisaient pour eux-mêmes. « C'est exact, » intervint Sabine, s'avançant de nouveau. « Tu ne sais rien. Tu n'as aucune idée de qui est ma famille. Tu n'as aucune idée de ce que mon mari a construit. Cette petite maison, railla-t-elle, c'est rien. C'est de l'argent de poche pour nous. » Elle était si confiante dans son mensonge, si totalement convaincue que j'étais le pauvre idiot ignorant qu'elle avait toujours cru que j'étais. Elle n'avait aucune idée que je n'étais pas seulement le propriétaire de cette maison. J'étais l'architecte silencieux et invisible de tout leur mode de vie frauduleux. Je les regardais. Patrice essayant d'avoir l'air imposant. Sabine le menton levé, défiante et arrogante. C'était leur performance, leur front uni bien répété. Patrice s'était toujours vanté de son travail. Il était consultant en investissement indépendant. Il me donnait un titre si vague qu'il ne voulait absolument rien dire. Il parlait de clients, de portefeuille et de volatilité du marché en utilisant un jargon qu'il avait clairement ramassé dans des films. Moi, qui avais bâti un empire à 9 chiffres fait de béton et d'acier, j'hochais simplement la tête, feignant l'ignorance pendant qu'il m'expliquait les complexités de son travail imaginaire. Et puis il y avait Sabine. Elle était le véritable chef-d'œuvre de fiction. Elle parlait souvent de son « fonds fiduciaire familial » à New York. « Mes parents sont très privés », disait-elle. « Mais disons simplement que je suis à l'aise. » Et elle peignait un tableau de vieille fortune, de week-end dans les hantons et de pensionnats en Suisse. Ensemble, ils avaient construit une forteresse de mensonges. Ils conduisaient une BMW série 7 flambant neuve, une voiture qui coûtait plus cher que tout mon immeuble d'habitation.
Il prenait des vacances d'été extravagantes en Europe, à Paris, Rome, dans les Alpes suisses, publiant des centaines de photos en ligne, toujours avec du champagne à la main. Il portait des vêtements qui dégoulinaient de marques de créateurs. Et tout le temps, il me regardait, moi, Olivier, l'homme au vieux manteau, l'homme qui vivait dans un simple 2 pièces en ville, avec une pitié si profonde et non dissimulée. « Papa, tu devrais vraiment nous laisser t'aider, » disait Patrice, sa voix pleine de fausse inquiétude. « Tu ne devrais pas vivre dans cet endroit. » « Olivier, c'est juste si triste, » ajoutait Sabine. « Un homme de ton âge mérite un peu de dignité. » Il voyait ma simplicité comme un échec, ma frugalité comme de la pauvreté, mon silence comme de la faiblesse. Il n'avait aucune idée que tout leur style de vie scintillant, la BMW, les voyages en Europe, les vêtements de créateurs, même la nourriture qu'ils s'apprêtaient à manger, étaient financés par l'homme même qu'ils prenaient en pitié. Ils pensaient qu'ils étaient les puissants. Ils étaient sur le point d'apprendre ce qu'était le vrai pouvoir. Sabine, alimentée par sa propre arrogance manufacturée, fit un pas vers la cheminée. Ses yeux n'étaient plus sur moi. Ils étaient sur Léo, qui commençait enfin à reprendre un peu de couleur sur ses joues. « Et nous emmenons le garçon avec nous », annonça-t-elle comme si elle déclarait qu'elle prenait un meuble. Elle se jeta en avant, ses doigts manucurés tendant vers le bras de Léo. « Lève-toi, on s'en va. » Léo hurla. Ce n'était pas un caprice d'enfant. C'était un cri de pure terreur. Il rampa hors du fauteuil et se cacha derrière mes jambes, s'agrippant à mon pantalon de toutes ses forces. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement planté mes pieds et je suis devenu un mur. Je me tenais directement entre mon petit-fils et cette femme. « Non, » dis-je, ma voix était calme, mais elle coupait à travers son hystérie. « Il reste avec moi. » Sabine s'arrêta. Elle regarda ma main, qui reposait maintenant de manière protectrice sur la tête de Léo. Puis elle regarda mon visage, et elle rit. « Non ?» Elle moqua ma voix, dégoulinante de mépris. « Non ? Qu'est-ce que tu vas faire, vieil homme ? Appeler ton avocat fantôme encore une fois. » Elle pointa un doigt vers Patrice, qui se tenait inutilement près de la porte. Patrice est son père. Il a la garde. Nous sommes sa famille. Toi, tu n'es rien. Elle fit un autre pas, essayant de me contourner pour atteindre Léo. Tu n'as aucun droit ici. Tu es un vieil idiot sans le sou qui a juste eu de la chance en tirant un dernier coup de pouvoir avec un acte de propriété. Mais c'est fini maintenant. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste bougé légèrement, la bloquant à nouveau. Patrice est son père, répéta-t-elle, sa voix devenant plus forte. Et nous avons de l'argent. Du vrai argent. Comprends-tu ce que ça signifie ? Ça signifie que nous pouvons et nous allons te combattre. Tu ne peux pas gagner contre nous. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Nous te traînerons en justice jusqu'à ce qu'il ne te reste plus un centime pour ton petit appartement pathétique. Nous prouverons que tu es sénile, inapte, et nous prendrons ce garçon. Tu ne le reverras plus jamais. La menace pendait dans l'air, brute et brutale. Elle n'essayait pas seulement de partir. Elle essayait de me détruire. Elle menaçait de prendre la seule personne qui comptait encore dans ma vie. Elle utilisait l'arme même, l'argent, qu'elle croyait que je n'avais pas. C'était l'erreur finale et fatale. Patrice, voyant mon silence momentané comme de la faiblesse, voyant l'attaque de sa femme, trouva enfin son assise. Il s'avança, se plaçant entre moi et Sabine, tentant d'avoir l'air protecteur. « Papa, tu ne comprends juste pas, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix dégoulinant d'une pitié condescendante qui était bien plus insultante que la rage de Sabine. « Je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais vraiment pas. Mais tu m'as forcé la main. Tu nous as forcés à être honnêtes sur qui nous sommes. J'ai juste attendu. L'hameçon était ferré. Maintenant, il était temps de les laisser courir avec la ligne. » Sabine saisit l'occasion, ses yeux brillant d'un triomphe malveillant. « Il a raison, Olivier. Tu n'as aucune idée de qui tu parles. » Elle rit de ce même rire supérieur et grinçant de la table à manger. « Tu sais ce que mon mari fait toute la journée pendant que tu es, je ne sais pas, en train de collectionner des timbres dans ton triste petit appartement. » Elle fit une pause pour l'effet dramatique, jetant un coup d'œil aux voisins qui regardaient, s'assurant que son public était captivé. « Il gère un fonds d'investissement, » annonça-t-elle, sa voix tonnant de fierté. « Un fonds de 5 millions d'euros. C'est 5 millions, Olivier. Un 5 avec 6 zéros. » Elle me cracha pratiquement le nombre comme si le son seul devait me faire flétrir. « Cette maison, » railla-t-elle. « Tu penses que nous nous soucions de cette maison ? Nous pourrions acheter 10 maisons comme celle-ci comptant. Nous pourrions acheter toute cette rue médiocre et la transformer en parking si nous en avions envie. Nous restions ici par faveur. » Elle était lancée maintenant, les mensonges coulant sans effort. « Nous mettre dehors n'est pas une punition, »
ricana-t-elle. C'est une libération. Tu viens de nous libérer, vieil idiot. Libéré d'avoir à faire semblant de nous soucier de tes meubles poussiéreux et de tes opinions dépassées. Libéré d'avoir à te nourrir par obligation. Nous pouvons enfin aller vivre nos vraies vies. Patrice hocha la tête à côté d'elle, le torse bombé, habitant pleinement le rôle du millionnaire secret que sa femme avait écrit pour lui. Nous essayons d'être humbles pour toi, papa. Nous essayons de ne pas te faire sentir mal à propos d'eux, eh bien, à propos de ta situation, mais tu ne pouvais juste pas accepter notre gentillesse. Je les regardais, le fils raté et désespéré et la femme menteuse et venimeuse debout sur mon porche devant ma maison, me menaçant avec mon propre argent. C'était la performance la plus pathétique et tragique dont j'avais jamais été témoin, et j'étais le seul à connaître la vérité. J'ai laissé le nombre pendre dans l'air un moment. 5 millions. C'était un chiffre impressionnant conçu pour m'écraser, pour clore l'argument, pour établir leur supériorité incontestable. J'ai regardé Patrice. J'ai même laissé échapper un petit sifflement impressionné. 5 millions, répétai-je lentement, comme si le concept était trop grand pour mon esprit simple. C'est incroyable, fils. Vraiment, je n'en avais aucune idée. Patrice enfla d'orgueil. Il jeta un coup d'œil à Sabine, qui souriait, triomphante. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir remis le vieil homme à sa place. C'est le cas, dit Patrice, essayant d'avoir l'air modeste, mais échouant misérablement. C'est beaucoup de responsabilités, bien sûr. Les marchés, tu sais, ils sont complexes. Je suis sûr qu'ils le sont, dis-je en hochant la tête. J'ai tourné mon regard vers lui, mon expression étant celle d'une pure curiosité naïve. Un fonds de 5 millions. C'est juste étonnant. Il doit avoir un nom très impressionnant. Comment l'appelles-tu, Patrice? Ce fonds à toi. La question était simple, directe, et c'était une mine antipersonnelle. Patrice se figea. La façade confiante vacilla. J'ai regardé ses yeux fureter nerveusement vers la gauche, puis vers la droite. Il cherchait. Il ne s'était pas préparé à ça. Les menteurs sont souvent bons pour la vue d'ensemble, mais ils s'effondrent sur les détails. Eh bien, c'est. Bégaya-t-il. Sabine, sentant son hésitation, intervint. C'est un fonds privé, Olivier. C'est très exclusif, pas quelque chose dont on parlerait comme ça. Oh, j'en suis sûr, dis-je, ne quittant pas Patrice des yeux. Mais il doit bien avoir un nom pour l'entête, pour la banque. Qu'est-ce que c'est, fils? Le visage de Patrice devenait rouge. Il se noyait. Il regarda Sabine, puis jeta un coup d'œil à la BMW, puis à la maison comme s'il essayait de tirer de l'inspiration des choses mêmes que je lui avais données. C'est le Mercier. Il commença à s'accrocher à son propre nom de famille. Le fonds Valeurs Mercier. Oui, c'est ça. Le fonds Valeurs Mercier. C'est un partenariat privé. Valeurs Mercier, répétai-je, goûtant le nom. Comme c'est fort. Un nom très impressionnant, Patrice. Il hocha la tête, soulagé, pensant qu'il avait passé le test. Sabine sourit à nouveau, son arrogance revenant. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que « Mercier » était le seul mot qu'il n'aurait jamais dû utiliser. Il venait de marcher avec confiance droit dans le piège que j'avais tendu. Et maintenant, il était temps de le déclencher. « Valeurs Mercier », répétai-je. J'ai laissé le nom pendre dans l'air glacial entre nous. J'ai presque ressenti une lueur de pitié pour lui. Il avait choisi le seul nom, le seul mot unique qui scellait son destin. Il venait d'admettre devant sa femme et les voisins qui regardaient attentivement que le fonds était lié à moi. Un nom très fort, dis-je, ma voix calme. Ça sonne officiel. Ça sonne puissant. Ça l'est, dit Patrice, bombant le torse à nouveau, croyant avoir esquivé la balle. Ça l'est, convins-je. C'est un nom très fort, surtout, dis-je en faisant un pas vers lui, quand 100% du capital du fonds Valeurs Mercier vient directement de moi. Le sourire mince et arrogant sur le visage de Sabine se figea. Les yeux de Patrice s'écarquillèrent. Quoi? De quoi tu parles? Je parle de la vérité, fils. Quelque chose dont toi et moi n'avons pas discuté depuis longtemps. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas un fonds d'investissement, Patrice. Ça ne l'a jamais été. C'est une fiducie révocable. Une fiducie que j'ai établie il y a 15 ans. Une fiducie que j'ai financée. Une fiducie que j'ai nommée Valeurs Mercier comme une sorte de blague privée. Mercier pour le nom de famille et Valeurs pour la qualité que j'espérais toujours que tu trouverais un jour. Je fis une pause, laissant le poids des mots s'enfoncer, les laissant comprendre ce que « révocable » signifiait. Je suis le constituant. Tu es simplement le bénéficiaire.
Ou plutôt, dis-je en sortant mon vieux téléphone à clapet, tu l'étais. J'ai tenu le téléphone en l'air. Cet appel que j'ai passé à Benoît il y a 10 minutes. Benoît Charpentier n'est pas un vieil ami de la maison de retraite, Sabine. Il est mon avocat d'affaires. Il est le fiduciaire du portefeuille de la holding Mercier. Et cet appel téléphonique n'était pas un cri à l'aide. J'ai regardé de nouveau Patrice. Cet appel téléphonique était une directive. Selon l'article 7, section 3 de l'accord de fiducie, le constituant se réserve le droit de révoquer cette fiducie dans son intégralité à tout moment. J'ai donné l'ordre. Depuis il y a 10 minutes, la fiducie Valeurs Mercier a été officiellement, légalement et irrévocablement dissoute. J'ai regardé son visage. J'ai regardé le sang drainer. Il traitait le mot « dissoute ». Tous les actifs, continuai-je, enfonçant le dernier clou dans le cercueil. Les 5 240 000 € et des poussières ont déjà été retransférés sur le compte de détention principal de la holding Mercier. Ils ne sont plus à toi, Patrice. Ils n'ont jamais été à toi. Le visage de Patrice ne devint pas seulement pâle. Il se fripa. C'était le visage d'un homme qui n'avait pas seulement perdu un ticket de loterie, mais qui venait de réaliser que le sol même sur lequel il se tenait n'avait jamais réellement existé. Non, chuchota-t-il. C'était un son pathétique. Non, tu ne peux pas. Tu ne ferais pas ça. Le mot de passe, les comptes. Je les gère. Tu gères l'accès à ceci, fils, dis-je, ma voix s'adoucissant, presque triste. Je t'ai donné ça. Je voulais que tu apprennes. Je voulais que tu sentes la responsabilité de la chose. J'attendais toujours que tu en fasses quelque chose, que tu construises quelque chose, que tu deviennes quelqu'un. Mais tu l'as juste utilisé. Tu l'as utilisé comme garantie pour tes voitures, pour tes vacances, pour les robes de créateur de ta femme. Tu l'as utilisé comme un accessoire pour construire une vie de mensonges. Je me suis tourné vers Sabine. Elle fixait Patrice, son visage un masque de haine pure et absolue. La réalisation l'avait frappée, elle aussi. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas un millionnaire secret. Il était un dépendant, une fraude. Mais, bégaya Patrice, son esprit s'emballant, essayant de trouver une échappatoire. Là, la banque, les relevés. C'est mon nom. C'est le nom de la fiducie, Patrice, dis-je patiemment, comme si j'expliquais à un enfant. Une fiducie que je contrôlais. Une fiducie qui a payé pour cette maison. Une fiducie qui a payé pour cette BMW. Une fiducie qui, jusqu'à il y a 10 minutes, payait pour chaque chose dans ta vie creuse entière. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Félicitations, Patrice. Pour la première fois de ta vie d'adulte, tu es vraiment seul. Tu es officiellement, complètement et totalement ruiné. Patrice trébucha en arrière, sa main agrippant la brique froide de la maison comme pour essayer de se retenir. Non, chuchota-t-il en secouant la tête. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Il me regarda, les yeux écarquillés d'un déni désespéré et frénétique. Tu ne peux pas. Je contrôle les comptes. J'ai les mots de passe, l'identifiant administrateur. Tu ne sais même pas utiliser un smartphone. Il pointa mon vieux téléphone à clapet, qui était maintenant de retour dans ma poche. Il s'accrochait à la seule chose qu'il pensait le rendre supérieur, sa maîtrise de la technologie. Il me voyait comme une relique analogique. Il n'avait aucune idée. J'ai changé les codes de sécurité chaque semaine. Papa? Il a presque hurlé, sa voix brisant. Tu ne pourrais pas entrer. Tu ne sais pas comment. J'ai presque souri. Fils, dis-je, ma voix calme. Que penses-tu que je faisais avant de commencer à couler du béton? Avant d'avoir jamais fait une offre sur un contrat de construction? Il me fixa simplement d'un regard vide. J'étais ingénieur logiciel, Patrice, dis-je. J'ai commencé ma carrière à la fin des années 70. J'écrivais du code quand tu étais encore en couche. J'ai construit les protocoles de sécurité Bacan pour ma première entreprise à partir de zéro. Quand j'ai établi cette fiducie, j'ai conçu l'architecture numérique moi-même. Ton identifiant administrateur. C'était un compte invité, fils. Un bac à sable pour que tu joues avec des permissions limitées afin que tu puisses te sentir comme si tu étais aux commandes. J'ai toujours détenu la clé racine. C'était une vérité qu'il ne pouvait pas traiter. C'était en dehors de toute sa compréhension de qui j'étais. Mais Benoît, bégaya-t-il, cherchant une autre branche à saisir. Benoît ne ferait pas. Benoît Charpentier, dis-je, est mon avocat, mon fiduciaire et l'exécuteur testamentaire de ma succession.
Ce coup de fil de 10 minutes n'était pas juste pour lui dire de te mettre dehors de la maison. C'était un ordre exécutif codé. Je l'ai appelé le « paquet Noël ». Il l'a autorisé à exécuter 3 choses simultanément. J'ai levé un doigt. 1. L'avis d'expulsion légale pour cette propriété, effectif immédiatement. J'ai levé un deuxième doigt. 2. La reprise immédiate de tous les actifs de l'entreprise que vous utilisiez actuellement, y compris la BMW. Et puis j'ai levé un troisième doigt. Et 3. L'exécution immédiate de la clause de révocation dans la fiducie Valeurs Mercier, transférant tous les 5 240 000 € vers mon compte de détention principal. J'ai laissé cela s'imprégner. Benoît Charpentier a verrouillé chaque compte il y a 5 minutes. Patrice, dis-je, ma voix baissant. L'argent est parti. Il est retourné à son propriétaire. L'acompte pour cette maison, le capital pour ton fonds, la voiture, les vacances, les mensonges, tout ça est parti. Je l'ai regardé, un homme de 42 ans, maintenant réduit à l'enfant terrifié qu'il avait toujours été. Félicitations, Patrice, dis-je doucement. Tu es officiellement en faillite. Je l'ai regardé glisser le long du mur de briques jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol gelé. Mais mes yeux se sont déplacés vers Sabine. Elle ne me regardait pas. Elle ne regardait pas la maison ou le camion de remorquage qui approchait. Elle fixait Patrice. Son visage n'était plus pâle. Il était sombre d'une rage qui était terrifiante à voir. Elle venait de réaliser que l'homme qu'elle avait épousé, l'homme à qui elle avait lié sa vie, n'était pas seulement une fraude. Il était un imbécile et elle avait tout misé sur lui. Sabine n'a pas crié. Pas au début. La rage qui la consumait était trop froide, trop précise pour ça. Elle se tourna très lentement loin de moi et de la maison. Son corps entier tremblait, mais pas de peur. C'était de pure haine non diluée. Elle fit face à Patrice, qui était toujours affaissé contre le mur, essayant de se faire petit. Sa voix, quand elle vint, n'était pas un cri. C'était un sifflement bas et terrifiant comme un serpent sur le point de frapper. « Toi », dit-elle, juste ce mot. Patrice tressaillit. « Sabine, bébé, je peux expliquer. Il m'a piégé. »« Tu as menti », siffla-t-elle, faisant un pas vers lui. « Tu m'as menti. » Sa main se leva et elle pointa un doigt bagué de diamant sur sa poitrine. « Tu m'as dit que c'était ton argent. Tu m'as dit que tu l'avais construit. Tu m'as dit que tu étais le génie. »« Je le suis, bégaya-t-il. Tu n'es rien. » Et elle hurla. Et c'est là qu'elle a finalement craqué. Le calme froid s'est brisé et un animal sauvage acculé a émergé. Elle s'est jetée sur lui. « Tu es un menteur. » Elle a crié, le giflant. Violemment au visage. Le son était net comme un pétard résonnant dans l'air froid. Patrice glapit et leva les bras pour couvrir sa tête. « Sabine, arrête, les voisins. »« Je me fiche des voisins. » Elle a crié, griffant son visage, son costume cher. « Tu es une fraude. Une fraude inutile et pathétique. Tu es ruiné ma vie. Tu m'as entraîné dans ce mensonge. » Elle le frappait avec ses poings, griffait avec ses ongles. Ce n'était pas une dispute d'amoureux. C'était un prédateur déchirant son partenaire défaillant. Patrice se recroquevillait juste, pleurnichant, essayant de protéger son visage, n'offrant aucune défense. C'était pathétique. Sabine, ne voyant aucune aide venir de moi, cessa soudainement de pleurer. Ses yeux se plissèrent à nouveau. Elle venait d'avoir une autre réalisation. Elle regarda sa bague en diamant, puis son sac à main de créateur sur le sol, puis l'allée. Sabine s'arrêta soudainement de le frapper. Sa respiration était saccadée, mais son esprit travaillait clairement, traitant, calculant. Elle avait réalisé que le combat avec Patrice était inutile. Il était un navire en perdition. Elle avait besoin d'un canot de sauvetage. Ses yeux scannèrent la pièce désespérément et atterrirent sur la table du hall près de la porte. Les clés. Les clés de la BMW. Un nouveau type de sourire différent scintilla sur son visage. Un sourire féral, désespéré. « Je m'en fiche, » dit-elle, sa voix basse et tremblante mais remplie d'une nouvelle résolution. « Il peut avoir sa maison. Je prends la voiture. » Elle me regarda, ses yeux se plissant. « La BMW. Elle est à mon nom, vieil homme. Patrice l'a mise à mon nom comme cadeau. Elle est à moi. Tu ne peux pas y toucher. » Elle était si sûre, si convaincue de cette petite victoire. « Je la prends, » cracha-t-elle, « et je prends tout ce que je peux faire rentrer dedans. Tu ne peux pas m'arrêter. » Avant que Patrice ne puisse même réagir, elle se jeta sur la table, arrachant les lourdes clés argentées. Elle ne s'embêta pas avec un manteau. Elle ne s'embêta pas avec son sac à main. Elle sprinta juste vers la porte d'entrée,
l'ouvrant brutalement et courant dehors dans le froid glacial. Elle tentait une évasion. Une course désespérée pour son dernier symbole de statut restant. Patrice, toujours l'idiot, hurla. « Sabine, attends, bébé. Attends-moi. » Il commença à trébucher après elle. Je suis resté là un moment. J'ai regardé Léo, qui observait le chaos avec des yeux larges et effrayés. « Ça va, fils, » dis-je doucement, tapotant son épaule. « Allons regarder le spectacle. » J'ai mis mon bras autour de ses petites épaules et nous sommes sortis calmement sur le porche avant. L'air froid nous frappa immédiatement, mais je m'en fichais. Léo tira juste mon vieux manteau de laine plus serré autour de lui. Nous nous tenions là, deux spectateurs silencieux à la fin du monde. Sabine était sur l'allée, se tenant dans la lueur crue de la lumière du porche. Elle cliquait sur le porte-clés, un clic frénétique et répétitif dans l'air nocturne. Clic, clic, clic. Elle le pointait vers la BMW série 7 noire étincelante garée près du trottoir. Rien ne se passait. La voiture restait sombre, silencieuse, sans vie. « Quoi » marmonna-t-elle, sa voix formant un nuage de vapeur dans le froid. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc stupide ?» Elle cliqua à nouveau, plus fort cette fois, comme si la force de son pouce pouvait la forcer à fonctionner. « Marche, bon sang » hurla-t-elle. Elle commença à marcher vers elle, ses talons s'enfonçant maladroitement dans l'herbe gelée de la pelouse. Et c'est là qu'elle le vit enfin. La voiture n'était pas juste garée. Une dépanneuse lourde, ses lumières d'urgence jaunes tournant lentement, était garée directement derrière elle. Un crochet de remorquage industriel épais était déjà verrouillé sur l'essieu avant de la BMW. La chaîne était tendue. Le moteur du camion grondait, un grognement bas et puissant qui promettait qu'il n'allait nulle part sans emmener la voiture avec lui. Sabine s'arrêta net. Son corps entier se raidit. Je pouvais voir son esprit essayer de traiter l'image. La dépanneuse, le crochet, la voiture silencieuse, son porte-clés. « Non » chuchota-t-elle. Le vent porta le son jusqu'à nous. « Non, 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 non » Elle courut vers la voiture, tirant sur la poignée de la porte côté conducteur. C'était verrouillé, solide. Elle frappa sur la vitre avec son poing. « C'est ma voiture. »« Qu'est-ce que vous faites ?»« C'est ma voiture. » Les voisins qui avaient observé le drame depuis leur propre porche murmuraient maintenant entre eux, pointant le camion du doigt. C'était encore mieux que la bagarre. Sabine se retourna, son visage un masque de pure incrédulité totale. Elle regarda le camion, puis la maison, et finalement ses yeux atterrirent sur moi. J'étais juste debout là sur le porche à regarder. Je ne souriais pas. Je ne disais pas un mot. J'ai juste croisé son regard. Et à ce moment-là, elle sut que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la malchance. C'était moi. La porte de la cabine de la dépanneuse s'ouvrit avec un grincement métallique. Un homme en uniforme bleu lourd sortit, tenant un porte-bloc éclairé dans une main. Il était grand, pas pressé, et semblait complètement imperturbable par la femme hurlante frappant sur la vitre de la BMW. Il marcha vers Sabine, s'arrêtant à une distance respectable. « Madame, » dit-il, sa voix un grondement bas. « Vous allez vouloir vous éloigner du véhicule. »« C'est ma voiture » hurla Sabine, sa voix se brisant. « Vous ne pouvez pas la prendre. Je vous ferai arrêter. Je vous ferai virer. » L'homme soupira simplement, ayant clairement entendu cela 1000 fois auparavant. Il plongea la main dans sa poche et sortit un autre jeu de clés. Des clés qui ressemblaient trait pour trait à celles que Sabine serrait. Il les fit teinter légèrement. « Vous cherchez celle-ci, madame ?» demanda-t-il, pas méchamment. « Ou plutôt un jeu qui fonctionne. Ce véhicule est programmé pour une reprise de possession immédiate. J'ai déjà désactivé l'allumage. Vos clés sont juste des morceaux de métal maintenant. » Sabine fixa les clés dans sa main, puis les siennes, puis moi sur le porche. La dernière once de son énergie frénétique sembla s'évacuer, remplacée par une confusion froide et engourdie. « Reprise de possession » chuchota-t-elle. « C'est pas possible. Elle est payée. Elle est à mon nom. Patrice. Patrice, dis-lui. » Patrice, qui venait de trébucher sur l'allée, se figea. Il regarda la dépanneuse, le chauffeur, moi. Il n'avait plus de mensonge. « Elle n'est pas à ton nom, Sabine, » dis-je, ma voix portant facilement dans l'air froid et immobile. J'ai bien peur que Patrice ait menti à ce sujet aussi. Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés. « Quoi ? » « La voiture n'a jamais été à lui pour te la donner, » expliquai-je. « C'est une voiture de fonction. Elle est en location longue durée. Elle est immatriculée, détenue et payée par la holding Mercier. » Le chauffeur de la dépanneuse vérifia son porte-bloc.
C'est exact, monsieur, cria-t-il vers moi comme si j'étais son superviseur. J'ai l'ordre juste ici. Récupération immédiate de l'actif. Ordre de la holding Mercier. Sabine me regarda de nouveau, les points se connectant enfin dans son esprit, formant une constellation de sa ruine complète et totale. La maison, le fonds de 5 millions. Et maintenant la voiture. Tout ça avait été moi. Toi salaud, chuchota-t-elle, sa voix s'étranglant sur le mot. Tu m'as laissé croire. Tu as cru ce que tu voulais croire, dis-je. Tu as vu ce que tu voulais voir. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais pris la peine de regarder au-delà des jouets brillants. Tu as juste pris, et maintenant je reprends tout. Le chauffeur toucha sa casquette. Bonne soirée, messieurs dames. Je vais vous dégager ça en 1 minute. Il se tourna et retourna vers sa cabine, les laissant debout dans l'allée dans le froid avec rien. Et maintenant, continuai-je, je la veux de retour. Considère tes privilèges d'emprunt révoqués de façon permanente. Oh, et Sabine, dis-je, regardant en arrière vers elle. Juste pour que tu saches, cette petite carte essence d'entreprise que Patrice te laissait utiliser, celle avec laquelle tu faisais le plein de cette BMW. Benoît l'a annulée il y a environ 15 minutes. Avec toutes les autres lignes de crédit. Je leur fis un petit signe de tête sec. Bonne chance pour rentrer à la maison. J'ai guidé Léo à l'intérieur de la maison chaude et j'ai fermement fermé la lourde porte en chêne, les laissant seuls sur le trottoir. Le bruit sourd a coupé les sons de l'extérieur. La maison était soudainement calme. Léo tremblait encore, mais plus à cause du froid. Il traitait le choc. « C'est bon, Léo, dis-je à nouveau, ma voix plus douce maintenant. Tu es en sécurité. » Je l'ai conduit à la fenêtre du salon. J'ai écarté le lourd rideau. Le spectacle n'était pas fini. Sabine s'était effondrée. Elle était assise, non, étalée sur le trottoir juste à côté des buissons de rhododendrons gelés. C'était l'endroit exact, la parcelle même d'herbe glacée où j'avais trouvé Léo. Elle et sa robe de soie à 1 000 € étaient maintenant assises sur le béton sale et gelé. Ses genoux étaient ramenés contre sa poitrine et sa tête était enfouie dans ses mains. Sa coiffure parfaite et coûteuse se défaisait, des mèches de cheveux collants à son visage strié de larmes. Son mascara, qu'elle avait probablement passé 1 heure à appliquer, coulait en rivière noire sur ses joues. Elle n'était plus la reine élégante et intouchable de la maison. C'était une symétrie terrible et magnifique. La femme qui, quelques instants auparavant, avait méprisé un enfant souffrant dans le froid était maintenant abaissée, assise dans la même saleté, dans la même humiliation. Elle avait voulu que Léo connaisse sa place. Il semblait que l'univers, avec un peu de mon aide, avait décidé de montrer à Sabine la sienne. Patrice trébucha sur le porche, attiré par les cris de sa femme. Il n'était plus le millionnaire défiant et gonflé. Il était juste un homme de 42 ans dans un costume cher, regardant toute sa vie se faire remorquer. Il se tourna vers moi. « Papa » chuchota-t-il. Le mot était une supplique. « Papa, s'il te plaît. » Il marcha vers moi, « C'est pas instable. »« S'il te plaît, » dit-il encore, sa voix se brisant. « Ne fais pas ça. »« D'accord, tu gagnes. Tu gagnes la maison. Tu peux avoir la maison. Juste arrête ça, s'il te plaît. La voiture, l'argent. » Je l'ai juste regardé. Je n'ai rien dit. « Quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» cria-t-il, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Où est-ce qu'on est censé aller? Nous n'avons rien. C'est le réveillon. Il gèle. » L'ironie lui échappait. Il s'inquiétait du froid, mais seulement pour lui-même. Il avait oublié à nouveau le petit garçon debout à côté de moi, enveloppé dans mon manteau. J'ai enfin parlé. Ma voix n'était pas en colère. Elle était juste fatiguée. Fatiguée de 40 ans d'excuses, d'échecs, de faiblesse. « Tu vas faire ce que tu aurais dû faire il y a 10 ans, Patrice, » dis-je. « Tu vas trouver un travail, » dis-je. Un vrai. Un qui exige que tu te lèves le matin et que tu gagnes un salaire. Je fis une pause, puis regardai Léo. Et j'ajoutai, ma voix durcissant, « Et tu vas commencer à apprendre comment être un père. Bien que franchement, il soit peut-être déjà trop tard pour ça. » Et puis, comme sur un signal, un nouveau son trancha l'air froid de la nuit. Une sonnerie numérique aiguë. Le téléphone de Sabine. Elle fouilla dans la poche de sa robe tachée, ses mains tremblant tellement qu'il lui fallut 3 essais pour récupérer le téléphone. Elle répondit, sa voix un murmure cassant. « Allô ?» Il y eut une longue pause. Sabine écarquilla les yeux. « Quoi ?» dit-elle, sa voix grimpant d'une octave. « Que voulez-vous dire, hein? Drapeau de sécurité? C'est impossible. »
Je viens de l'utiliser ce matin au salon. Vous devez essayer à nouveau. C'est une... Elle s'arrêta. Elle écoutait attentivement maintenant, tout son corps rigide. Et puis je l'entendis clairement, un cri aigu qui était moitié hurlement, moitié sanglot. Que voulez-vous dire, la garantie n'est plus valide. Quelle garantie? C'est une American Express Black Card, c'est quoi? Que voulez-vous dire, le compte garant est vide. Sa tête se releva brusquement. Elle ne regarda pas Patrice. Elle ne regarda pas les voisins. Elle me regarda droit dans les yeux. Toi, chuchota-t-elle, le son à peine audible. Tu as fait ça. Comment. Comment as-tu pu faire ça? C'est mon compte, mon crédit. Je fis un pas de plus vers la rampe du Porsche juste pour que ma voix porte clairement. Non, Sabine, dis-je, ma voix calme, presque douce. Ce n'a jamais été ton compte. C'était le sien. Je fis un signe de tête vers Patrice. Cette carte noire que tu agites depuis 2 ans, continuai-je. Ce n'est pas un compte principal. C'est une carte supplémentaire. Elle est liée à un titulaire de compte principal. Tu n'étais qu'une invitée sur la ligne de crédit de quelqu'un d'autre. Patrice se releva péniblement. Mais ce n'est pas lié à le fonds. Non, fils. Ce n'est pas le cas, dis-je. C'est lié au mien. Le vrai. Le compte d'entreprise de la holding Mercier. C'était la dernière pièce du puzzle. La banque n'a pas gelé ton compte à cause d'un drapeau de sécurité, dis-je. La banque a gelé ton compte parce qu'il y a 30 minutes, Benoît Charpentier a informé l'établissement que la carte supplémentaire émise au nom de Sabine Valeur. Ton faux nom de famille, j'ai toujours trouvé ça amusant, a été déclaré volé. Volé, chuchota-t-elle, le sang se drainant de son visage. Oui, par toi. La banque annule actuellement chaque dépense que tu as faite au cours des 90 derniers jours. Et comme le compte garant que tu utilisais comme collatéral pour toutes tes autres lignes de crédit a disparu, cette carte était la seule goupille retenant tout ton château de cartes financiers. Quand je l'ai déclaré volé, la banque a automatiquement marqué tous tes comptes associés. Ils ne sont pas juste gelés, Sabine. Ils sont saisis. Sabine a regardé le téléphone qu'elle tenait encore, comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle avait perdu sa dernière bouée de sauvetage. Les voisins, Madame Gauthier en robe de chambre et la famille Miller, étaient maintenant sortis sur leur pelouse, attirés par le spectacle. L'humiliation n'était plus privée, elle était publique. Toi, hurla-t-elle, et cette fois, le son n'était pas celui de la rage, mais celui d'un animal acculé. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Tu as fait ça, toi monstre. Tu as tout prévu, toute cette journée. Sa voix était brute, déchirant le quartier calme. Tu nous as laissé croire que tu n'étais rien. Un vieil homme pathétique. Tu nous as regardés. Tu as joué un jeu. Patrice leva les yeux, son visage strié de larmes. Sabine, arrête. Les gens regardent. Je me fiche des gens, hurla-t-elle. C'est un menteur, un manipulateur. Il a menti à son propre fils. Elle se retourna vers moi, les yeux fous. Tu es un vieil homme malade et cruel. Tu t'es assis là dans notre maison, mangeant notre nourriture, nous laissant te prendre en pitié, tout en prévoyant de nous détruire. Tu es le monstre. Léo tressaillit à ses cris et pressa son visage dans mon manteau. Je mis juste ma main sur son dos, le frottant doucement. Je n'ai pas dit un mot. Mon silence, mon calme, semblait la briser davantage. Dis quelque chose, exigea-t-elle. Admets-le. Tu as voulu nous humilier. Tu as aimé ça, n'est-ce pas? Je la laissai crier. Je la laissai se défaire. Je laissai tout le quartier voir le venin qu'elle avait si bien caché pendant si longtemps. Quand elle fit enfin une pause, haletant pour reprendre son souffle, je parlais. Ma voix n'était pas un cri. Elle était calme. Mesurée. Mais assez forte pour porter à travers la pelouse. Je n'ai rien prévu, Sabine, dis-je. Je ne fais que réagir. Je réagis à toi. Je fis un pas en avant, déplaçant Léo doucement derrière moi. Je n'étais plus sur le porche. J'étais sur la marche supérieure, la regardant de haut. J'ai conduit 3 heures pour avoir un dîner de Noël avec mon fils. Je suis arrivé pour trouver mon petit-fils en train de geler à mort sur ta pelouse. Je pointai l'endroit exact sur le trottoir où elle se tenait maintenant. Toi, dis-je, ma voix comme de la glace, tu as mis un enfant de 10 ans dehors par -10 degrés en t-shirt et short, et tu l'as laissé là pendant que tu t'asseyais dans une maison chaude pour manger un festin. Elle tressaillit comme si mes mots étaient des coups physiques. J'ai entendu ta justification, continuai-je. J'ai entendu que tu disais qu'il avait besoin d'une leçon. Je n'appelle pas ça une leçon, Sabine. J'appelle ça ce que c'est. J'appelle ça de la maltraitance. Tu ne lui enseignais pas.
Tu le torturais. Et j'ai réagi. Sabine n'avait pas de réponse. Comment pouvait-elle défendre l'indéfendable? Acculée, elle fit ce que font tous les animaux piégés. Elle n'a pas défendu l'action. Elle a attaqué la raison. Il le méritait. Hurla-t-elle, sa voix se déchirant, toute prétention de classe disparue. Il le méritait chaque seconde. Il est juste comme toi. Une sangsue. C'est tout ce que vous êtes. Patrice, entendant sa femme franchir enfin la ligne, fit un pas vers elle. Sabine, arrête ça. Ça suffit. Quoi, Patrice? Elle pivota sur lui. Ne dis pas la vérité? Ce garçon est un rappel constant d'elle, de ta première vie pathétique et ennuyeuse. Et lui, elle me pointa du doigt, il est un rappel de tout ce que j'ai combattu toute ma vie pour échapper. De quoi parles-tu, Sabine? Demandai-je. De l'échec. Elle cria. De la pauvreté. Je parle des gens pauvres, tristes et pathétiques. J'ai été entouré de ça toute ma vie. J'ai grandi dedans. Je jure devant Dieu que je ne retournerai jamais en arrière. Et puis c'est arrivé. Le barrage a rompu. Tu es assis là, sanglota-t-elle, mi-riant, mi-pleurant, dans ton manteau bon marché et tes vieilles chaussures à me juger. Tu penses que tu sais quelque chose sur moi? Sais-tu ce que c'est que de grandir avec rien? De partager un lit avec 2 sœurs? De compter les centimes? Mes parents vivent dans une caravane rouillée. Mon fonds fiduciaire était le salaire minimum que je gagnais en tant que serveuse. J'ai inventé Sabine Valeur pour pouvoir enfin échapper à la crasse. Elle se tourna vers Patrice, qui avait l'air totalement ahuri. Et je pensais que j'avais enfin réussi. Je pensais que je l'avais trouvé. Je pensais que j'avais gagné. Elle rit d'un son amer, laid et brisé. C'était tout un mensonge, espèce d'idiot. Je t'ai épousé parce que je pensais que tu étais riche. Parce que tu étais mon ticket de sortie. Elle marqua une pause, sa respiration saccadée. Je n'ai pas épousé un homme qui a réussi, chuchota-t-elle, l'horreur se levant. Je t'ai épousé, toi. Une fraude. Un pauvre prétendant être riche. Une sangsue. Patrice était catatonique. Il venait de comprendre que sa femme ne l'avait jamais aimé. Elle avait aimé le fonds Valeur Mercier. Elle avait aimé l'argent qu'il n'avait même pas. Je secouai la tête très lentement. Non, Sabine, c'est là que tu as tort. Ma voix était toujours calme. Je ne t'ai jamais menti. Pas une seule fois. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais riche. Tu as juste supposé que j'étais pauvre. Tu m'as jugé sur mes bottes vieilles de 10 ans. Tu as vu ce que tu voulais voir. Je n'ai pas gardé ma vie privée pour te piéger. Je l'ai gardée privée parce que l'argent rend les gens laids. Il les rend avides. Il les rend cruels. Il les rend, eh bien, il les rend juste comme toi. Les sirènes de police, qui n'étaient qu'un gémissement lointain, devinrent soudainement assourdissantes. 2 voitures de police tournèrent dans notre rue calme, leurs gyrophares bleus et rouges coupant des cercles hypnotiques sur les façades des maisons. Elles se garèrent, bloquant la scène. Les voisins se turent. 2 officiers sortirent. L'un d'eux, l'officier Perrault, s'adressa au groupe. « Bonsoir. Que se passe-t-il ici ?» Avant que Sabine ne puisse lancer son histoire fabriquée, je descendis calmement les marches, tenant Léo par la main. « Bonsoir, officier, dis-je. Je m'appelle Olivier Mercier. C'est ma maison. C'est mon petit-fils, Léo. Je demande à ces 2 individus, je pointai Patrice et Sabine, de quitter ma propriété. Ils refusent. » L'officier me regarda, puis regarda le couple ruiné. « Avez-vous une preuve de propriété, monsieur ?» « Oui, dis-je. Je sortis mon vieux téléphone. Mon avocat a préparé un lien sécurisé vers le cadastre. » L'officier regarda l'écran, puis mon permis de conduire. Il hocha la tête, son attitude changeant instantanément. Il se tourna vers Patrice et Sabine. « Monsieur, madame, le propriétaire veut que vous partiez. Vous avez 2 options. Soit vous partez pacifiquement maintenant, soit je vous arrête pour violation de domicile. » Il n'y avait pas de 3e option. Patrice et Sabine, comme 2 fantômes, se tournèrent et commencèrent à marcher dans la nuit froide, laissant derrière eux leur vie de mensonge. Je fermai la porte à double tour. Le silence revint dans la maison. Léo me regarda. « Ils sont partis, papy. » « Oui, Léo. Ils sont partis. » Nous sommes allés dans le salon. La dinde était froide, mais nous avons commandé une pizza. Alors que nous mangions au coin du feu, Léo me demanda pourquoi elle était si folle à propos de l'argent. « Parce que l'argent peut empoisonner les gens, Léo, » répondis-je. « J'ai gardé le secret pour protéger ton père, mais j'ai échoué. Je l'ai trop protégé.
Il n'a jamais appris à être fort. Mon téléphone vibra. C'était Benoît. C'est fait, Olivier. Le paquet Noël est exécuté. Tout est à toi. La prochaine étape. La prochaine étape est permanente. Benoît. Lundi matin, nous déposons une demande pour la garde exclusive de Léo. Et je veux une enquête complète sur les maltraitances. 3 semaines plus tard, au tribunal familial, leur avocat tenta de me peindre en manipulateur. Mais Benoît avait les preuves. Les vidéos de la caméra de sécurité que j'avais installée 6 mois plus tôt, montrant Sabine brutalisant Léo, et les dossiers médicaux prouvant la malnutrition. La juge, horrifiée, trancha immédiatement. Patrice perdit ses droits parentaux pour négligence grave. Sabine fut arrêtée sur le champ pour maltraitance sur mineur. 1 an plus tard, au réveillon de Noël suivant, la maison était rénovée, chaleureuse. Benoît et sa famille étaient là. Léo, riant et en bonne santé, découpa la dinde. Mon téléphone sonna. C'était Patrice, appelant d'une station-service en Arizona où il pompait de l'essence. Il pleurait, s'excusait, disait qu'il était seul. Je lui souhaitais un bon Noël et raccrochais. J'avais pardonné, mais je n'avais pas oublié. L'amour véritable se mesure à la loyauté et au respect, pas au sang ou à l'argent. Et il n'est jamais trop tard pour protéger ceux qu'on aime.